La salle des fêtes de l'université de Strasbourg sentait le parquet ciré et les bouquets de lys posés sur les tables. Ces fleurs un peu trop blanches que l'on choisit pour les occasions où l'on veut montrer que tout est parfait. Adrienne Kessler était arrivée en avance, comme toujours, parce qu'elle avait appris très tôt que dans sa famille, arriver en retard revenait à donner une raison de plus pour être oubliée. Elle portait une robe bleu marine simple, des boucles d'oreilles discrètes que sa mère lui avait offertes pour ses 30 ans, et ce sourire poli qu'elle avait perfectionné au fil des années, celui qui ne demandait rien à personne. Elle avait 32 ans, un appartement lumineux dans le quartier de la Crutenau à Strasbourg, un métier qu'elle aimait profondément, et une place dans sa famille qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à définir. Aujourd'hui, c'était le jour de Maxime. Son frère cadet recevait son diplôme en gestion, et leur père Gérard, ancien chef de chantier dans le BTP, avait organisé cette tablée comme on prépare une fête nationale. Il avait invité les oncles, les cousins de Schiltigheim, 2 anciens collègues, et même la voisine du rez-de-chaussée qui n'avait aucun lien avec Maxime, mais qui ne refusait jamais un repas gratuit. Gérard portait sa veste grise des grandes occasions, celle qu'il sortait pour les mariages et les enterrements, et il rayonnait d'une fierté si large qu'elle ne laissait de place à personne d'autre. Monique, la mère d'Adrienne, s'affairait entre les chaises avec cette discrétion de femme qui a passé 35 ans à rendre les choses agréables sans qu'on le remarque. Elle avait préparé un gâteau aux Mirabelles la veille, s'était levée à 6 heures pour repasser la chemise de Maxime, et quand Adrienne était arrivée, elle l'avait embrassée rapidement en murmurant « Tu es jolie, ma fille », avant de repartir ajuster une nappe. La cérémonie fut longue, solennelle, ponctuée de discours sur l'avenir et l'excellence. Maxime monta sur l'estrade avec l'assurance décontractée de ceux qui ont toujours su que leur nom serait appelé en premier. Il souriait à la salle comme s'il la possédait déjà. Et quand il reçut son diplôme, Gérard se leva pour applaudir si fort que les gens des tables voisines tournèrent la tête. Adrienne applaudit aussi, sincèrement. Elle était contente pour son frère, d'une joie calme et un peu lointaine, comme on se réjouit d'une bonne nouvelle qui ne vous concerne pas tout à fait. C'est au moment du repas que les choses basculèrent. Gérard parlait fort, comme d'habitude, un verre de crément d'Alsace à la main. Il racontait aux oncles combien Maxime avait travaillé dur, combien ce diplôme était mérité, combien la famille Kessler pouvait être fière. Puis, entre 2 gorgées, il se tourna vers un cousin et ajouta, presque en passant, « Et en plus, vous avez vu ce projet de réhabilitation à Neudorf ? Ça, c'est du travail d'urbaniste remarquable. Voilà un métier qui sert à quelque chose, du concret, du solide. » Adrienne sentit ses doigts se crisper autour de sa serviette en tissu. Elle ne dit rien. C'est Maxime qui, porté par l'euphorie du jour et ce 3e verre de crément, posa la main sur l'épaule de sa sœur avec un sourire magnanime. « Et toi, grande sœur, tu fais quoi déjà exactement ? Tu dois avoir un travail quelque part, non ?» Gérard éclata de rire, ce rire gras qui emplissait les pièces et ne laissait personne y répondre. « Laisse-la, elle doit avoir un petit poste médiocre dans un bureau. Tu n'auras jamais une formation comme ton frère, Adrienne, mais c'est pas grave, on ne peut pas tous briller. » Maxime leva son verre avec une assurance tranquille. « Je représente la famille, ça n'est pas pour tout le monde. » Un silence étrange tomba sur la tablée. Les oncles sourirent poliment. La voisine du rez-de-chaussée toussa dans sa serviette. Monique baissa les yeux vers son assiette de choucroute et ne dit absolument rien. Adrienne resta immobile, la serviette serrée si fort dans sa main droite que ses ongles marquèrent le tissu à travers. Elle sentait son cœur battre dans ses tempes, cette chaleur familière qui montait chaque fois qu'elle ravalait ses mots pour maintenir la paix. À une table voisine, un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard vif, avait cessé de manger. Il observait la scène avec un froncement de sourcils lent, le genre d'expression que l'on prend quand on assiste à quelque chose qui ne devrait pas exister. Il posa sa fourchette, regarda Adrienne longuement, puis se tourna vers la femme assise à côté de lui et lui murmura quelque chose à l'oreille. Personne à la table des Kessler ne le remarqua. Personne ne remarquait jamais ce qui se passait en dehors du cercle lumineux de Gérard et Maxime. Adrienne but une gorgée d'eau, lentement, et quand elle reposa son verre, ses mains ne tremblaient plus. Elle regarda son père qui riait encore, son frère qui souriait avec cette suffisance douce des gens qui ne savent même pas qu'ils font du mal, et sa mère qui découpait son gâteau aux Mirabelles comme si rien ne s'était passé. Et quelque chose, au fond d'elle, se mit en place. Pas de la colère,
pas de la tristesse. Quelque chose de plus froid, de plus ancien, de plus décidé. Elle sourit, très légèrement, et personne ne comprit pourquoi. Adrienne marcha longtemps ce soir-là dans les rues de la Cruteno, sans direction précise, portée par cette énergie nerveuse des gens qui ont trop retenu et qui ne savent pas encore comment lâcher. Les pavés luisaient sous les réverbères, les façades à colombages projetaient des ombres obliques sur les trottoirs étroits, et l'air de mai sentait le tilleul et la pluie récente. Elle marchait vite, les mains dans les poches de son manteau, en rejouant chaque mot dans sa tête, avec cette précision cruelle que la mémoire réserve aux phrases qui blessent. Un petit poste médiocre dans un bureau. Tu n'auras jamais une formation comme ton frère. On ne peut pas tous briller. Le pire, ce n'était pas la brutalité de son père. Gérard avait toujours été ainsi, massif dans ses certitudes, incapable de concevoir qu'une réussite puisse prendre une forme différente de celle qu'il connaissait. Le pire, c'était le naturel avec lequel Maxime avait posé la main sur son épaule, ce geste de condescendance si fluide qu'il ne l'avait probablement même pas perçu lui-même. Et le pire du pire, c'était le silence de Monique, ce regard baissé vers l'assiette de choucroute, cette façon de découper le gâteau au Mirabelle, comme si les mots de Gérard n'étaient qu'un bruit de fond, un orage lointain qui ne méritait pas qu'on ferme les fenêtres. Adrienne s'arrêta au bord de l'île, le petit canal qui traversait le quartier, et regarda l'eau sombre couler sous le pont. Elle sortit son téléphone et appela Nadia. Nadia Ben Moussa était kinésithérapeute, installée près de la place Kléber depuis 6 ans, et c'était le genre d'amie qui décrochait à la première sonnerie, même quand il était presque 23 heures un soir de semaine. Elle écouta Adrienne raconter la soirée sans l'interrompre, avec ce silence attentif qui valait mieux que n'importe quel conseil. Puis elle dit simplement « Je suis au Café Brûlé dans un quart d'heure. Toi aussi. » Le Café Brûlé était un petit bistrot coincé dans une ruelle derrière la place. Le genre d'endroit où les serveurs connaissaient bien votre prénom et ne posaient pas de questions quand vous commandiez un deuxième verre de Gewürztraminer un mardi soir. Adrienne y retrouva Nadia, qui avait déjà commandé pour 2 et qui la regarda s'asseoir avec cette expression de tendresse ferme, des gens qui vous aiment assez pour ne pas vous plaindre. Adrienne parla, pas seulement de la soirée, mais de tout ce qui l'avait précédé, de ces années de dîners dominicaux à Schiltigheim où Gérard ne parlait que de Maxime, de ces repas entiers où personne ne lui demandait comment allait son travail, de ce moment précis, il y a 10 ans, où elle avait annoncé son admission en master d'urbanisme, et où son père avait ri devant toute la famille en disant que ce n'était pas un vrai métier. Elle avait cessé ce jour-là de parler de sa vie professionnelle chez les Kessler. Non pas par orgueil, mais par lassitude, parce qu'il y a une fatigue particulière à tendre la main vers des gens qui ne la prennent jamais. Nadia l'écouta jusqu'au bout, puis posa son verre et la regarda droit dans les yeux. « Adrienne, tu protèges des gens qui te piétinent. Depuis 10 ans, tu ravales ta fierté pour maintenir une paix qui n'existe même pas. Tu appelles ça de la famille. Moi, j'appelle ça de la survie. » Adrienne secoua la tête doucement. « Si je coupe les ponts, je perds aussi ma mère. Et ma mère ne m'a jamais rien fait de mal. » « Ta mère ne t'a rien fait du tout, Adrienne. C'est exactement le problème. » Le silence qui suivit dura longtemps. Adrienne tourna son verre entre ses doigts, regardant le reflet doré du Gewürztraminer sous la lumière tamisée du bistrot. Nadia avait raison, et elle le savait. Monique n'avait jamais été cruelle, jamais méchante, jamais hostile. Elle avait simplement été absente, présente physiquement mais disparue au moment précis où sa fille avait besoin qu'elle ouvre la bouche et dise « Non, Gérard, ça suffit. » Le pire, murmura Adrienne en reposant son verre, c'est que même maintenant, après tout ça, j'ai encore envie qu'il soit fier de moi. C'est pathétique. Nadia tendit la main par-dessus la table et serra celle d'Adrienne. Non, c'est humain, mais ça ne peut plus te coûter ta dignité. Plus maintenant. Adrienne hocha la tête sans répondre. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, ni comment, ni quand. Mais en sortant du Café Brûlé cette nuit-là, en marchant seule dans les rues silencieuses de Strasbourg, elle sentit que quelque chose avait changé. Non pas une décision encore, mais un refus. Le refus de continuer à se taire pour que les autres soient confortables. Elle rentra chez elle, posa ses clés sur la table de l'entrée, et resta debout un moment dans le noir de son appartement, à écouter le silence. Demain, elle irait travailler. Elle poserait ses plans sur la table. Elle ferait ce qu'elle faisait depuis 10 ans.
construire des quartiers entiers sans que personne dans sa propre famille ne sache que c'était elle. Mais quelque chose, désormais, refusait que cela continue. La rencontre eut lieu par hasard, un jeudi midi, dans un café du centre-ville où Adrienne avait l'habitude de déjeuner quand elle ne voulait pas manger au bureau. Elle était assise près de la fenêtre avec un croque-monsieur et une pile de plans étalés sur la table, ces dessins techniques que les gens prenaient souvent pour de l'art abstrait et qui étaient en réalité des mois de travail condensés en lignes et en courbes. L'homme aux tempes grisonnantes entra, commanda un café au comptoir et la reconnut immédiatement. Il hésita un instant, puis s'approcha avec cette politesse un peu formelle des gens qui savent qu'ils s'imposent. « Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes bien Adrienne Kessler ?» Adrienne leva les yeux de ses plans, surprise. L'homme lui était vaguement familier, mais elle ne parvenait pas à le situer. Il dut le sentir, parce qu'il sourit légèrement et ajouta « J'étais à la table voisine, l'autre soir, à la cérémonie de votre frère, Philippe Muller. Je dirige le cabinet Muller et Associés. » Adrienne le reconnut alors et comprit dans la même seconde pourquoi ce nom lui disait quelque chose. Muller et Associés était le cabinet d'urbanisme qui avait été en compétition directe avec le sien lors de l'appel d'offres pour la réhabilitation du quartier Neudorf. Ils avaient perdu, et c'était le projet d'Adrienne qui avait été retenu par la mairie. Philippe s'assit en face d'elle sans attendre d'y être invité, avec cette assurance tranquille des gens qui ont passé l'âge de s'embarrasser des convenances inutiles. Il commanda un deuxième café, regarda Adrienne droit dans les yeux, et dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. « J'ai assisté à une scène assez stupéfiante l'autre soir. Votre père a parlé du projet Neudorf avec une admiration sincère, et dans la même phrase, il vous a traité de médiocre. J'ai cru que j'avais mal compris. » Adrienne sentit la chaleur monter à ses joues. Elle chercha une réponse élégante, une façon de minimiser, de détourner. Mais Philippe ne lui en laissa pas le temps. « Tout le milieu professionnel strasbourgeois connaît votre nom, Adrienne. Votre projet a été retenu parmi 14 candidatures, dont la nôtre, et croyez-moi, la nôtre n'était pas mauvaise. Vous avez conçu quelque chose de remarquable, et votre propre père ne le sait même pas. » Adrienne replia machinalement le coin d'un de ses plans, un geste nerveux qu'elle faisait depuis l'école d'architecture. « Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. »« Non, » admit Philippe, « ça ne l'est jamais. Mais je voulais que vous sachiez autre chose. Le maire prévoit une inauguration publique du quartier réhabilité dans 6 semaines environ. Vous serez nommé officiellement comme chef de projet. Il y aura la presse locale, des élus, des habitants. Votre famille le sait ?» Adrienne secoua la tête lentement. Philippe la regarda un moment sans rien dire, avec cette expression de quelqu'un qui comprend plus qu'on ne lui explique. Puis il se leva, déposa sa carte sur la table, et dit simplement avant de partir « Vous n'avez pas à vous cacher pour rendre les autres confortables. Bonne journée, Adrienne. » Elle resta seule avec son croque-monsieur refroidi et la carte de Philippe posée sur ses plans, à regarder par la fenêtre les passants qui traversaient la place sans se douter de rien. Le soir même, comme pour confirmer que l'univers avait un sens de l'ironie particulièrement aiguisé, Maxime l'appela. Il avait besoin qu'elle relise son CV avant de l'envoyer à des entreprises. Il le formula exactement comme ça, sans bonjour, sans demander comment elle allait, avec cette certitude naturelle des gens qui considèrent que votre temps leur appartient. « Tu peux y jeter un œil ce soir ? Rien de compliqué, c'est juste pour vérifier l'orthographe et la mise en page. Toi, t'as l'habitude de ce genre de truc administratif, non ? Ce genre de truc administratif. » Adrienne ferma les yeux un instant. Son frère lui demandait de corriger son CV comme on demande à une secrétaire un service banal, sans savoir que la femme au bout du fil avait conçu un quartier entier de leur ville. Elle aurait pu lui dire. Elle aurait pu tout lui expliquer dans ce moment précis, au téléphone, d'une voix calme. Mais elle ne le fit pas. « Envoie-le-moi », dit-elle simplement. « Je regarderai demain. » Elle raccrocha, posa le téléphone sur la table et regarda ses mains qui tremblèrent légèrement. Non pas de tristesse, de quelque chose de plus ancien, de plus lent, de plus déterminé. 6 semaines. L'inauguration était dans 6 semaines. Adrienne prit l'habitude, cette semaine-là, de passer par Neudorf en rentrant du bureau. Ce n'était pas sur son chemin, mais elle avait besoin de voir, de toucher presque, ce que 10 ans de silence avaient construit à la place des mots qu'elle n'avait jamais prononcés. Le quartier était méconnaissable.
là où il y avait eu des entrepôts désaffectés et des parkings fissurés, il y avait maintenant 3 immeubles de logements sociaux aux façades claires, intégrés dans la rue comme s'ils avaient toujours été là. Des commerces de proximité occupaient les rez-de-chaussée, une boulangerie avait déjà ouvert, et au centre de tout cela, une place avec des bancs en bois sous des tilleuls que l'on avait plantés 2 ans plus tôt et qui commençaient à donner de l'ombre. C'était Adrienne qui avait dessiné cette place. Elle avait insisté pour les tilleuls, contre l'avis de l'adjoint au maire qui voulait des platanes moins coûteux, parce qu'elle savait que les tilleuls fleurissent en juin et que leur parfum donne aux gens l'envie de s'asseoir et de rester. Des familles emménageaient. Une femme accrochait des rideaux au 2e étage, un enfant faisait du vélo autour de la fontaine, un couple de retraités discutait sur l'un des bancs qu'Adrienne avait choisi dans un catalogue un mardi soir de novembre, seul dans son appartement, avec un thé refroidi posé sur la table. Elle regardait tout cela avec une fierté silencieuse et un peu douloureuse, celle des gens qui ont fait quelque chose de beau et qui n'ont personne à qui le montrer. C'est lors d'une de ces visites qu'elle rencontra Bastien. Il était architecte d'intérieur, missionné pour l'aménagement des espaces communs des immeubles, et elle l'avait croisé plusieurs fois en réunion de chantier, sans jamais vraiment lui parler au-delà du professionnel. Ce jour-là, il était assis sur un muret près de la place, un carnet de croquis ouvert sur les genoux, en train de dessiner quelque chose qu'Adrienne ne voyait pas bien. Il leva la tête en la voyant approcher et sourit avec cette simplicité des gens qui n'essayent pas d'impressionner. « Je dessine votre place », dit-il en tournant le carnet vers elle. « Enfin, j'essaie. Les proportions sont difficiles à rendre. Il y a quelque chose dans l'équilibre entre les bâtiments et l'espace ouvert qui est très réussi. Comment vous est venue l'idée de cette place centrale ?» Adrienne le regarda, un peu désarçonnée. C'était une question si simple, si directe, et pourtant personne ne la lui avait jamais posée. Ni son père, ni son frère, ni sa mère, ni même ses collègues qui avaient travaillé avec elle sur le projet. Personne ne lui avait jamais demandé d'où venaient ses idées, comme si ce qu'elle construisait apparaissait tout seul, sans intention ni histoire. Elle s'assit à côté de lui sur le muret et commença à parler. Elle raconta les tilleuls, le combat avec l'adjoint au maire, les soirées passées à redessiner l'angle de la place, pour que la lumière du matin tombe exactement entre les 2 immeubles. Elle parla pendant 20 minutes sans s'arrêter, et Bastien l'écouta sans l'interrompre une seule fois, le carnet posé sur les genoux, les yeux attentifs. Quand elle se tut, un peu gêné d'avoir autant parlé, il dit simplement « On sent que vous avez pensé à ce que les gens ressentiraient en s'asseyant là. » C'est rare. Adrienne ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les tilleuls, le banc, l'enfant qui faisait du vélo, et sentit quelque chose de chaud et d'inattendu dans sa poitrine. Non pas de l'attirance, pas encore, mais le soulagement immense d'avoir été entendue par quelqu'un qui ne lui devait rien. En repartant vers la Crutenot ce soir-là, elle se rendit compte qu'elle souriait. Un vrai sourire, pas celui qu'elle portait aux dîners familiaux comme un masque poli. Et dans le tram qui longeait les quais de l'île, elle prit une décision qui s'imposa avec une clarté tranquille. L'inauguration de Neudorf aurait lieu dans 5 semaines. Elle inviterait toute la famille. Elle ne leur expliquerait rien. Et pour la première fois depuis 10 ans, ce seraient eux qui apprendraient quelque chose sur elle. Les dîners dominicaux chez les Kessler à Schiltigheim suivaient un rituel immuable. Monique préparait un bake-off ou une tarte flambée selon la saison. Gérard ouvrait une bouteille de Riesling en commentant le millésime comme s'il était sommelier. Et la conversation tournait invariablement autour de Maxime. Ses projets, ses ambitions, ses perspectives. Adrienne avait appris depuis longtemps à occuper sa place dans ce décor, celle de la figurante aimable qui passait le sel et souriait au bon moment. Ce dimanche-là, Gérard était particulièrement en forme. Maxime venait d'envoyer son CV à une dizaine d'entreprises, et son père avait passé la semaine à téléphoner à tous ses anciens contacts du BTP pour recommander son fils. Il racontait chaque appel avec une fierté minutieuse, comme s'il posait lui-même les briques de la carrière de Maxime. « J'ai appelé Bertrand chez Eiffage », disait-il en découpant sa part de bake-off avec autorité. « Il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un en gestion de projet. Je lui ai dit que mon fils était exactement ce qu'il leur fallait. Un Kessler, ça travaille dur, ça ne déçoit pas. » Adrienne mastiquait en silence. Elle comptait mentalement les fois où son père avait prononcé le prénom de Maxime depuis le début du repas. 7. Le sien. 0.
Après le dessert, un kouglof un peu sec que Monique avait acheté à la boulangerie parce qu'elle n'avait pas eu le temps d'en faire un, Adrienne sortit dans le petit jardin pour prendre l'air. La nuit tombait doucement sur les pavillons de Schiltigheim, et l'odeur de terre humide se mêlait à celle du tabac froid. Maxime était déjà là, adossé au mur du garage, une cigarette à la main. Il ne la vit pas tout de suite, et Adrienne surprit sur son visage une expression qu'elle ne lui connaissait pas. Quelque chose de tendu, de fatigué, qui ressemblait à de l'angoisse. Il leva les yeux en l'entendant approcher, et remit aussitôt son masque habituel, ce sourire décontracté qui lui servait d'armure. Mais trop tard. Adrienne avait vu. Elle s'adossa au mur à côté de lui sans rien dire. Ils restèrent silencieux un moment, chose rare entre eux, et ce fut Maxime qui parla le premier, sans la regarder. « Et si je n'y arrive pas ?» Adrienne tourna la tête vers lui. « Papa a tellement parlé de moi à tout le monde, » continua-t-il en tirant sur sa cigarette. « À Bertrand, à ses anciens collègues, à toute la famille. Si je ne trouve rien de bien, je suis quoi? Le fils Kessler qui a déçu ?» Il écrasa sa cigarette contre le mur avec un geste nerveux. Adrienne le regarda longuement, et pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas le frère arrogant qui lui tapotait l'épaule avec condescendance. Elle vit un garçon de 26 ans qui portait le poids d'une fierté qu'il n'avait pas demandée, et qui commençait à comprendre que le piédestal de Gérard était aussi une cage. Elle ne le consola pas. Elle ne lui dit pas que tout irait bien. Elle hocha simplement la tête et rentra à l'intérieur. Dans la cuisine, Monique rangeait les assiettes. Elle prit Adrienne par le bras au passage, doucement, et murmura à voix basse pour que Gérard, installé devant la télévision au salon, n'entende pas. « Je sais que tu fais des choses bien, ma fille, mais tu connais ton père, il ne comprend que ce qu'il peut toucher avec les mains. Ne lui en veux pas trop. » Adrienne regarda sa mère, cette femme qui savait et qui avait choisi le silence pendant 10 ans. Non par méchanceté, mais par cette lâcheté douce des gens qui préfèrent la paix au courage. « Tu savais, maman, et tu n'as rien dit. » Monique baissa les yeux et ne répondit pas. Adrienne prit son manteau et quitta la maison sans embrasser personne. Le jeudi suivant, elle retrouva Bastien dans un Winstub de la Petite France, un de ces restaurants alsaciens aux boiseries sombres et aux nappes à carreaux où l'on servait du vin au pichet. Elle ne savait pas très bien pourquoi elle avait accepté ce dîner, ni ce qu'elle en attendait. Ils parlèrent de tout et de rien, du projet, de Strasbourg, de cette lumière particulière que le soleil prenait sur les canaux en fin de journée. Puis Bastien posa sa main sur la table, près de la sienne sans la toucher, et demanda doucement « Vous allez bien ?»« Vraiment bien. » Pas la réponse polie. Adrienne sentit quelque chose céder en elle. Une résistance ancienne, cette habitude de tout porter seule. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda. Cet homme calme aux mains pleines de croquis qui ne demandait rien d'autre que la vérité. Et elle eut envie pour la première fois depuis longtemps d'être vue telle qu'elle était, sans armure, sans le sourire poli des dîners dominicaux. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle pensa à Bastien et pas à son père. C'était nouveau. Le jour de l'inauguration, le ciel au-dessus de Strasbourg était d'un bleu pâle et net, le genre de ciel de juin qui promet une journée longue et lumineuse. Adrienne s'était levée tôt, avait choisi une veste beige sur une robe simple et avait bu son café debout dans la cuisine, en regardant par la fenêtre les toits de la Crutenau, sans vraiment les voir. Elle avait invité sa famille 10 jours plus tôt, avec un naturel calculé qui lui avait coûté plus d'efforts qu'elle ne l'aurait admis. Elle avait appelé Gérard en disant qu'il y avait un événement municipal à Neudorf, une inauguration de quartier, du concret, des bâtiments, le genre de choses qui lui plairait. Gérard avait accepté avec enthousiasme, parce que Gérard aimait tout ce qui ressemblait à du béton et à des discours officiels. Monique suivrait, comme toujours. Maxime avait dit oui par désœuvrement, parce qu'il n'avait pas encore trouvé de travail et que ses journées étaient longues. Aucun d'entre eux n'avait posé la moindre question sur la raison pour laquelle Adrienne les invitait. Aucun d'entre eux ne s'était demandé quel lien elle pouvait avoir avec un projet d'urbanisme municipal. C'était peut-être ce qui faisait le plus mal, cette certitude tranquille qu'Adrienne ne pouvait être liée à rien d'important. La place centrale de Neudorf était méconnaissable. On avait installé une estrade devant les tilleuls, des chaises pliantes en rangée, une sono discrète, et des banderoles aux couleurs de la ville. Des habitants du quartier étaient venus, des familles avec des enfants,
Des retraités qui avaient connu les anciens entrepôts, des journalistes de la presse locale avec des carnets et des appareils photos. Le maire de Strasbourg était là, entouré de ses adjoints, souriant à tout le monde avec cette affabilité professionnelle des élus en campagne perpétuelle. Adrienne repéra sa famille dans la foule. Gérard avait mis sa veste grise des grandes occasions. Il commentait déjà les façades avec un cousin en hochant la tête d'un air approbateur. « Regarde-moi ces finitions », disait-il en touchant le crépi d'un mur. « Ça, c'est du travail propre. Celui qui a conçu ce quartier savait ce qu'il faisait. » Adrienne entendit ces mots et sentit son cœur battre plus fort. Mais son visage ne trahit rien. Elle prit place au deuxième rang, à côté de Philippe Muller, qui lui adressa un signe de tête discret. Bastien était quelques rangées plus loin, le regard posé sur elle avec une attention silencieuse. Le maire monta sur l'estrade. Il parla de renouvellement urbain, de mixité sociale, de l'avenir de Strasbourg. Des mots de maire, polis et calibrés. Puis sa voix changea légèrement, prit un ton plus personnel, et il dit « Ce projet n'aurait pas été possible sans la vision et le travail exceptionnel d'une jeune urbaniste strasbourgeoise. Je voudrais remercier publiquement Adrienne Kessler, chef de projet, dont l'engagement et le talent ont transformé ce quartier. Adrienne, si vous voulez bien vous lever. » Un silence tomba sur l'assemblée, puis des applaudissements éclatèrent. Adrienne se leva, lentement. Elle sentait ses jambes trembler très légèrement sous sa robe, mais sa voix intérieure était calme, d'un calme qu'elle ne se connaissait pas. Elle se tourna vers la rangée où sa famille était assise. Le visage de Gérard s'était figé. Ses yeux étaient écarquillés, sa bouche entr'ouverte, sa main immobilisée à mi-chemin entre son genou et la coudoir de sa chaise. Maxime avait pâli d'un coup, comme si le sang avait quitté son visage en une seconde. Monique avait porté la main à sa bouche et ses yeux brillaient déjà. Adrienne les regarda tous les trois, l'un après l'autre, posément, sans hâte. Et elle sourit. Pas un sourire de vengeance, pas un sourire de triomphe. Le sourire de quelqu'un qui cesse enfin de se cacher. Gérard se leva brusquement, le visage décomposé, et sa voix résonna trop fort dans le silence respectueux de l'assemblée. « Comment oses-tu nous cacher ça ?» Les gens se retournèrent. Les journalistes levèrent la tête. Le maire fronça les sourcils. Adrienne ne sia pas. Elle regarda son père droit dans les yeux et répondit d'une voix posée, sans colère, sans tremblement. « Tu ne m'as jamais posé la question, papa. Pas une seule fois en 10 ans. » Philippe Muller se leva à son tour et dit d'une voix claire que toute l'assemblée entendit. « Je confirme. Votre fille est l'une des urbanistes les plus respectées de notre région. » Gérard resta debout un instant, le regard perdu. Puis il attrapa Monique par le bras et quitta la cérémonie à grands pas, la mâchoire serrée, sans se retourner. Maxime ne bougea pas. Il resta assis sur sa chaise pliante, les mains posées sur les genoux, le regard fixé sur sa sœur qui recevait les félicitations du maire, sous les applaudissements. Et dans ses yeux, pour la première fois, il n'y avait ni condescendance, ni arrogance. Il y avait de la honte. Le téléphone d'Adrienne sonna 14 fois le lendemain de l'inauguration. Elle compta. 5 appels de Monique, 3 de sa tante Françoise, 2 du cousin de Schiltigheim et 4 numéros qu'elle ne connaissait pas et qui étaient probablement d'autres membres de la famille alertés par le bouche à oreille. Gérard, lui, n'appela pas. Son silence était plus bruyant que tous les appels réunis. Adrienne ne décrocha qu'une seule fois, le 5e appel de Monique, parce qu'il y a une limite au nombre de fois où l'on peut regarder le prénom de sa mère s'afficher sur un écran sans répondre. Monique pleurait. Pas des sanglots bruyants, mais cette respiration hachée, mouillée, des femmes qui ont appris à pleurer sans faire de bruit pour ne déranger personne. « Adrienne, ma fille, pourquoi tu as fait ça comme ça ? Devant tout le monde, devant les voisins, devant le maire. Ton père n'a pas dormi de la nuit. Il dit que tu l'as humilié exprès, que tu aurais pu nous le dire en privé, que c'était cruel. » Adrienne ferma les yeux. Elle s'attendait à ces mots, elle les avait anticipés un par un, et pourtant ils faisaient mal avec une précision qu'elle n'avait pas prévue. « Maman, dit-elle lentement, papa m'a traité de médiocre devant toute la famille le jour de la remise de diplôme de Maxime. Il ne s'est pas demandé si c'était cruel. Ce n'est pas pareil, Adrienne. Il ne pensait pas à mal. Tu connais ton père. Il parle sans réfléchir. Mais toi, tu as préparé cette chose. Tu nous as invités exprès. Ne détruis pas cette famille pour une question d'orgueil. Je t'en supplie.
Adrienne sentit la colère monter et la ravala avec un effort qui lui serra la gorge. Sa mère retournait la situation avec une habileté inconsciente, transformant la victime en coupable et le mépris en maladresse. C'était le talent de Monique, cet art de lisser les angles pour que personne ne soit jamais vraiment responsable de rien. « Je ne détruis rien, maman. Je montre ce qui existait déjà. » Monique raccrocha en pleurant. Adrienne posa le téléphone sur la table de la cuisine et resta assise longtemps dans le silence de son appartement, les mains à plat sur le bois, à regarder la lumière du soir dessiner des rectangles dorés sur le sol. Le doute l'envahit par vagues successives, insidieux, tenaces. Avait-elle eu raison de procéder ainsi? Avait-elle piégé son propre père, tendu un guet-apens public à un homme de 63 ans qui n'avait jamais su exprimer autre chose que du mépris parce que c'était la seule langue qu'on lui avait apprise? Elle se leva, fit quelques pas dans l'appartement, s'arrêta devant la fenêtre. La Cruteno vivait sa soirée ordinaire. Des vélos passaient. Une femme promenait un chien. Un couple riait sur le trottoir d'en face. La vie continuait pour tout le monde sauf pour elle. Elle pleura. Debout, sans bruit, les bras croisés sur la poitrine, comme on se tient soi-même quand il n'y a personne pour le faire. Bastien arriva vers 21h. Elle lui avait envoyé un message bref, 3 mots, « Tu peux venir ?» Et il était là 40 minutes plus tard avec une bouteille de Riesling et rien à dire de préparé. Il ne lui demanda pas de raconter, ne lui dit pas que tout irait bien, ne prononça aucune de ces phrases creuses que les gens offrent comme des pansements sur des fractures ouvertes. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé, servit 2 verres et attendit. Ce fut Adrienne qui parla la première, d'une voix rauque et fatiguée. « Est-ce que j'ai été cruelle ?» Bastien réfléchit un moment avant de répondre, et Adrienne lui en fut reconnaissante. Les réponses instantanées sont rarement honnêtes. « Tu n'as pas humilié ton père, Adrienne. Tu as juste arrêté de te cacher pour qu'il soit confortable. Ce n'est pas la même chose. » Elle le regarda, et quelque chose dans ses mots, dans leur justesse simple, dénoua en elle un nœud qu'elle portait depuis des jours. Elle posa sa tête sur son épaule, doucement, comme on teste un appui avant de s'y abandonner. Il ne bougea pas. Il posa sa main sur la sienne, sans serrer, sans insister, et ils restèrent ainsi longtemps dans le silence de l'appartement, à écouter les bruits de la rue qui montaient par la fenêtre ouverte. Adrienne s'endormit cette nuit-là avec une certitude calme. Elle irait voir son père. Non pour s'excuser, non pour le convaincre. Pour lui dire, une fois, tout ce qu'elle portait depuis 20 ans. Et ensuite, quoi qu'il arrive, elle serait libre. Adrienne se gara devant la maison de Schiltigheim un samedi matin, à l'heure où elle savait que son père serait dans la cuisine avec son café et son journal, parce que Gérard Kessler n'avait pas changé ses habitudes matinales depuis 30 ans et ne les changerait probablement jamais. Elle resta un moment dans la voiture, le moteur éteint, les mains sur le volant. La maison n'avait pas changé non plus. Le même crépi beige, les mêmes volets marrons, le même rosier que Monique taillait chaque printemps avec une patience de moine. Adrienne avait grandi dans cette maison, avait fait ses devoirs sur la table de la cuisine, avait appris à se taire dans ce salon, et chaque brique de cette façade contenait un souvenir qu'elle ne pouvait ni garder ni jeter. Elle entra sans sonner, parce qu'on ne sonne pas chez ses parents, même quand on ne sait plus très bien si on y est encore chez soi. Gérard était assis à la table de la cuisine, les dernières nouvelles d'Alsace ouvertes devant lui, une tasse de café à moitié vide à la main. Monique se tenait debout près de la cafetière, le dos un peu raide, comme si elle attendait quelque chose depuis des jours. L'odeur de café et de pain grillé flottait dans la pièce, cette odeur de tous les matins qui rendait le silence encore plus pesant. Gérard leva les yeux vers sa fille, et son visage se ferma immédiatement, comme une porte que l'on tire d'un geste sec. « Tu viens t'excuser » Adrienne tira une chaise et s'assit en face de lui. « Non. » Un silence. Gérard replia son journal avec des gestes brusques. « Alors tu viens faire quoi ? Parce que si c'est pour me donner des leçons, Adrienne, je te préviens, je ne suis pas d'humeur. Tu m'as humiliée devant tout Strasbourg. Devant le maire, devant les voisins, devant des gens que je connais. Tu aurais pu nous le dire en privé, tranquillement, comme une adulte. Mais non, il fallait que tu fasses ton spectacle. » Adrienne l'écouta sans l'interrompre. Elle connaissait cette stratégie. L'attaque comme défense. La colère pour ne pas avoir à ressentir autre chose. Elle laissa les mots retomber dans le silence de la cuisine, puis dit « Te le dire en privé, papa,
pour que tu hausses les épaules et que tu changes de sujet, comme tu l'as fait toute ma vie. Gérard ouvrit la bouche, la referma. Adrienne vit passer dans ses yeux quelque chose de fugace, une fissure minuscule dans la certitude, et elle sut qu'elle avait touché juste. Mais Gérard était un homme qui avait passé 40 ans sur des chantiers à donner des ordres, et il ne savait reculer que d'une seule façon, en avançant plus fort. « J'ai jamais dit que t'étais nulle, Adrienne. J'ai dit que Maxime avait besoin de soutien. Toi, tu t'en sortais toute seule, c'est un compliment si tu réfléchis bien. » Et là, pendant un instant, Adrienne faillit acquiescer. Par réflexe, par habitude, par cette mécanique ancienne qui lui disait de lisser, d'accepter, de trouver dans les mots de son père une intention qui n'y était pas. La petite fille en elle voulait tellement que ce soit vrai, que le mépris ait été de l'admiration maladroite, que les années de silence aient eu un sens acceptable. Mais ce n'était pas vrai. Et elle le savait. Elle se redressa sur sa chaise et parla d'une voix qui tremblait légèrement, mais qui ne se brisa pas. « Un compliment ? Tu m'as traité de médiocre devant toute la famille, papa. Tu as ri quand j'ai annoncé mon master. Tu n'as jamais demandé une seule fois en 10 ans ce que je faisais de mes journées. Se débrouiller seul ne veut pas dire ne pas avoir besoin de son père. Tu ne m'as pas laissé voler de mes propres ailes, tu m'as appris à me taire. Ce n'est pas la même chose. » Gérard resta immobile, le regard fixe. Monique, qui n'avait pas bougé de sa place près de la cafetière, les yeux baissés, les mains serrées sur le torchon de cuisine, prit la parole. Sa voix était faible, hésitante, mais claire. « Elle a raison, Gérard. On l'a abandonnée. Moi aussi. Je savais et je n'ai rien dit, parce que c'était plus simple de se taire. » Gérard tourna la tête vers sa femme, avec une expression de stupéfaction blessée, comme si le sol se dérobait sous ses pieds, des 2 côtés en même temps. Il ouvrit la bouche, la referma, se leva brusquement, et quitta la cuisine sans un mot. On entendit la porte du jardin claquer. Monique et Adrienne restèrent seules dans la cuisine silencieuse. Elles ne se dirent rien. Il n'y avait rien à dire encore. C'est alors que Maxime entra. Il était dans le couloir depuis le début. Adrienne le comprit à ses yeux rougis. Il s'assit à la place de son père, en face de sa sœur, et dit d'une voix basse : « J'ai été con, Adrienne. Je le savais au fond. » C'était plus facile de jouer le rôle que papa attendait que de le remettre en question. Adrienne le regarda. Elle ne le serra pas dans ses bras. Pas encore. Mais elle hocha la tête, lentement, et pour la première fois depuis des années, ils se regardèrent, sans qu'il y ait entre eux la distance d'un piédestal. Les choses ne se réparèrent pas d'un coup. Elles ne se réparent jamais d'un coup. Et les histoires qui prétendent le contraire mentent sur la nature humaine. Ce qui se passa dans les mois qui suivirent ressembla davantage à un chantier lent, patient, semé de silences maladroits et de gestes minuscules qui coûtaient plus qu'ils n'en avaient l'air. Gérard ne prononça jamais le mot pardon. Adrienne cessa de l'attendre. Il y a une liberté particulière dans ce renoncement-là, quand on arrête d'espérer un mot que l'autre ne possède pas dans son vocabulaire et qu'on apprend à lire l'amour dans la langue qu'il parle, même si cette langue est pauvre et rugueuse et pleine de trous. Un dimanche matin de septembre, 3 mois après l'inauguration, Adrienne reçut une photo sur son téléphone. Gérard, seul, debout devant la place aux tilleuls de Neudorf, les mains dans les poches de sa veste grise. Le message qui accompagnait la photo tenait en 3 mots. « C'est bien construit ». Adrienne resta longtemps assise dans sa cuisine à regarder l'écran, les yeux humides, partagés entre le rire et les larmes. C'était dérisoire. C'était en retard de 20 ans. C'était dit dans la seule langue que Gérard connaissait, celle du béton et des murs droits, et pourtant ça la toucha avec une force qu'elle n'aurait jamais avouée à personne. Pour un homme du BTP, dire d'un ouvrage que c'est bien construit, c'est dire « je vois ce que tu as fait », et c'est solide. Et Adrienne, qui avait passé sa vie à bâtir des quartiers entiers pour des gens qui ne la connaîtraient dit jamais, comprit que son père venait enfin de la regarder. Maxime trouva un emploi modeste dans une entreprise de logistique à Haguenau. Il n'en fit pas une fierté démesurée, et c'était peut-être le signe le plus clair qu'il avait changé. Il appelait Adrienne le mercredi soir, régulièrement, pour des conseils professionnels ou parfois pour rien, juste pour parler, et il n'y avait plus dans sa voix cette condescendance douce des gens qui croient vous faire un honneur en vous adressant la parole. Monique vint déjeuner chez Adrienne un samedi par mois, seule, sans Gérard. Elle parlait de choses simples, de recettes, du temps,
des voisins, et parfois, quand le café refroidissait dans les tasses et que le silence s'installait naturellement, Monique posait la main sur celle de sa fille et ne disait rien. C'était leur façon à elle de reconstruire quelque chose qui n'avait peut-être jamais vraiment existé. Adrienne et Bastien vivaient ensemble dans un appartement lumineux de Neudorf, au 2e étage d'un des immeubles qu'elle avait conçus. La fenêtre de la chambre donnait sur la place aux Tilleuls. Un matin d'octobre, en partant travailler, Adrienne découvrit dans l'entrée une maquette encadrée du plan original de cette place, montée sur un fond de bois clair. Bastien ne laissa aucun mot à côté. Il n'en avait pas besoin. Le dernier dîner dominical chez les Kessler auquel Adrienne assista cette année-là fut tendu, imparfait, traversé de silence où chacun mesurait les mots qu'il n'osait pas encore dire. Mais Adrienne y était parce qu'elle le choisissait, pas parce qu'elle mendiait une place. Quand Gérard, au dessert, dit maladroitement devant un cousin en visite « Adrienne travaille dans l'urbanisme, elle est assez douée », c'était minable, c'était insuffisant, c'était en retard de 20 ans. Mais Adrienne sourit, pas le sourire de celle qui pardonne, pas le sourire de celle qui oublie, le sourire de celle qui n'attend plus.